Bienvenue, bonsoir à tous. Vous êtes sur la télévision togolaise. C'est l'heure du journal de 20 h. Voici les titres. Dans cette édition, nous parlerons de la nouvelle dynamique insufflée à l'enseignement technique par le chef de l'État, Foyesozina Gnassingbé. Avec des centres de formation construits, des équipements installés, les élèves ne se font plus prier pour embrasser les filières techniques. Dans le secteur judiciaire, le barreau du Togo fait sa rentrée solennelle de la conférence de stage 2025. C'était à Kara, dans le nord du pays. Cette cérémonie solennelle marque le début d'une année judiciaire. Et puis, ce 15 octobre, la femme rurale est au centre de toutes les attentions. En cette journée internationale de la femme rurale, nous avons braqué notre caméra sur deux femmes issues du monde rural, mais qui évoluent loin des champs. Célestine est élève au lycée technique de Sokodé et Olfouab est enseignante. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Les filières de l'enseignement technique attirent au fil des ans plus d'apprenants. Ces derniers optent pour un enseignement qui allie théorie et pratique. Pour sa part, le chef de l'État, Foyesozina Gnassingbé, met les moyens à disposition par la construction de plus d'infrastructures de formation afin que le secteur continue de fournir au marché du travail des diplômés prêts à l'emploi. Yuri Chamega. Entre 2020 et 2023, le nombre d'apprenants dans les établissements d'enseignement technique a connu une progression significative. De 49 797, il est passé à 67 183 à travers le territoire. Un intérêt manifeste de la jeunesse qui opte davantage pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Résultante des différentes mesures stratégiques prises par le président de la République, Foyesozina Gnassingbé, permettant depuis des années déjà aux jeunes filles et garçons de migrer vers le secteur. Elles vont de la modernisation et de l'expansion des infrastructures de formation construites à travers le pays, répondant aux standards internationaux. Plusieurs établissements techniques ont été dotés de laboratoires modernes, de matériel de pointe, de salles de classe numériques pour offrir une formation pratique et adaptée aux besoins actuels du marché du travail. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour l'enseignement technique auquel le chef de l'État insuffle une nouvelle dynamique. Une dynamique qui en fait une voie privilégiée pour accéder à des carrières prometteuses, notamment dans le BTP, l'ingénierie, le génie civil, l'électronique, la mécanique d'entretien, le génie électrique et bien d'autres. Des programmes de bourse et un soutien financier sont accessibles aux jeunes, réduisant ainsi les barrières économiques capables d'empêcher leur scolarisation. Le partenariat avec le secteur privé a aussi été renforcé pour financer des programmes et offrir des stages afin de permettre aux apprenants de combiner études et expériences professionnelles. Le secteur étant considéré comme l'un des leviers de la croissance économique nationale. Le pays promeut également l'esprit entrepreneurial. Ceci afin d'inciter les apprenants de l'enseignement technique à créer leurs propres entreprises à la fin de leur formation. À ce niveau, le Fonds national de la finance inclusive FNFI joue un rôle clé. Le programme leur offre des microcrédits contribuant non seulement à la création d'emplois, mais aussi à l'émergence d'un tissu économique dynamique et diversifié. La vision du chef de l'État reste claire, parvenir à un taux d'insertion professionnelle d'au moins 80% à l'horizon 2025. Et depuis ce matin, le coup d'envoi est donné pour la construction de plusieurs écoles dans toutes les régions éducatives du pays, à la grande joie des élèves et enseignants pour qui les conditions d'apprentissage s'améliorent. Nous vous proposons l'étape de Plateau Est avec Silver Abdou. Un coup de pioche pour donner le ton au démarrage des travaux de construction des infrastructures d'accueil dans les écoles. Dans les plateaux Est, 15 ouvrages vont être réalisés dans le contexte du projet PACEB, phase 2, et ceci au profit des 6 préfectures de la dite région. Des travaux pour améliorer l'environnement des études aux apprenants, mais aussi leur assurer une éducation de qualité. Sur certains sites, les actions se dessinent déjà à travers la disponibilité du matériel pour le démarrage effectif des travaux. Nous sommes très contents parce que les choses vont démarrer et que c'est une effectivité, ce que le gouvernement a décidé
à nous octroyer va prendre effet dans peu de temps. L'un des établissements bénéficiaires, EPP Agbonu Koroma 2, un projet qui, selon le corps enseignant, va améliorer significativement les conditions d'apprentissage. Oui, on en a besoin, même au-delà, parce que vu l'effectif que nous comptons aujourd'hui, plus de 417 élèves sous les appartements, qui ne peuvent même pas contenir ces élèves, vraiment ce joyau vient à point nommé et résoudre nos problèmes. Ces actions confirment donc l'attachement du chef de l'État à la question éducative, qui constitue une de ses plus grandes priorités en matière d'une éducation de qualité. Les bénéficiaires ont donc témoigné toute leur reconnaissance au président de la République pour cette action qui vient relever nombre de défis dans le secteur. C'est donc le lancement de la phase 2 du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base PAKEB. Vous aurez les images des autres étapes dans nos prochaines éditions. Une autre actualité nous amène cette fois-ci au nord du Togo, dans la région de la Kara. C'est là-bas que le barreau du Togo a effectué il y a quelques jours sa rentrée solennelle de la conférence de stage 2025. Cette cérémonie solennelle marque le début d'une année judiciaire, en l'occurrence celle de l'année 2025. Nestor Mouzou. Rentrée solennelle de la conférence de stage 2025 du barreau du Togo. Cette tradition, qui remonte à l'époque médiévale, ouvre les portes d'une nouvelle année judiciaire. Elle inclut des discours, des remises de prix et des hommages à des personnalités du monde du droit. La rentrée solennelle du barreau a pour intérêt de rappeler l'importance de l'administration de la justice, de souligner les principes fondamentaux du système juridique et de renforcer la confiance envers le pouvoir judiciaire. Le représentant spécial du bâtonnier et du président de la conférence des barreaux de l'espace UEMOA, Bienvenu Bédier, a félicité le Conseil de l'Ordre national des avocats du Togo pour l'organisation de cette cérémonie. Cérémonie dont la Cour d'appel de Kara est l'hôte. Le président de cette juridiction s'est réjoui de la délocalisation de l'événement, ce qui traduit la volonté du barreau du Togo de s'approcher davantage du justiciable. Délocaliser à Kara votre rentrée qui s'organise traditionnellement à Lomé est une décision salutaire parce que les justiciables qui ont besoin d'avoir accès à la justice dans notre pays, qui ont besoin de se faire assister, aider, servir, conseiller et défendre par le professionnel du droit qu'est l'avocat, résident sur tout le territoire togolais. La rentrée solennelle de la conférence de stage du barreau constitue un moment privilégié dans la profession d'avocat. Elle permet aux avocats de faire l'état des lieux et de se projeter vers l'avenir. L'événement est placé cette année sous le thème « Accès à la justice au Togo, un droit universel ». Dans notre conscience collective, c'est le droit et l'accès à la justice qui cimente notre vouloir vivre collectif. Chaque acteur de la vie publique, chaque décideur et chaque animateur de la société veut que cet accès à la justice soit total, sans entrave. Dans cette attente légitime, pour l'heure, il est impérieux pour tous les avocats, sentinelles de l'égalité dans la cité, de tout mettre en œuvre pour que les écarts de toute nature, de tout genre, qui constituent un déficit de l'accès à la justice ne deviennent des gouffres infranchissables. S'exprimant à son tour, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, a souligné que le thème retenu s'intègre dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 dans la mission 3 intitulée « Assurer la sécurité, la paix et la justice pour tous ». La justice est un des piliers du développement humain. Son intégrité et son indépendance sont nécessaires pour faciliter les investissements, le développement économique, préserver la cohésion et la paix sociale. Lorsque le citoyen voit ses droits garantis par la justice, la révolte et le sentiment de frustration et d'injustice font place à la confiance et à la quiétude. L'accès à la justice est bien plus qu'un droit formel inscrit dans nos textes. Malheureusement, il est indéniable que cet accès à la justice reste encore pour la plupart de nos concitoyens un parcours semé d'embûches.
La complexité des procédures, la longueur des délais judiciaires et parfois les coûts prohibitifs sont autant de freins qui doivent nous interpeller. Le ministre Nam Tchougli a exhorté les avocats à poursuivre leur engagement, à innover dans leurs pratiques et à être toujours les défenseurs inlassables de la justice et des libertés. Avant cette rentrée solennelle de la conférence de stage 2025, l'Ordre national des avocats du Togo a organisé d'autres activités, dont le concours d'éloquence. Le vainqueur du concours, l'étudiant d'Amigou Lamboni Kolani, a reçu son prix officiellement à cette cérémonie. Au niveau régional, les questions d'énergie préoccupent la Commission africaine de l'énergie Afrique. Elle a ouvert ce matin à Lomé un forum des décideurs. C'est à eux que revient la charge de discuter des défis énergétiques des pays de l'Union africaine en vue de faciliter un accès des populations à l'énergie. Clarisse Atikle. L'accès à l'énergie, surtout à une énergie propre, demeure un enjeu majeur pour l'ensemble des pays de l'Union africaine. La Commission africaine de l'énergie, Afrique, a initié le forum des décideurs de haut niveau sur le secteur de l'énergie en vue d'engager des discussions pour relever ce défi des pays de l'Union africaine qui font face à un faible taux d'accès de leur population à l'énergie. On est ici à Lomé pour discuter des défis que fait face le secteur de l'énergie en Afrique. Nous devons aussi discuter des questions sur le renforcement des capacités. Enfin, le forum va fournir aussi une contribution sur ce que fait Afrique et comment améliorer l'appui que nous apportons aux États membres. Environ 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie et 1 milliard toujours en marge des technologies de la cuisson propre. L'Afrique continue en outre d'importer du pétrole et du gaz à coût de milliards pour ses populations. Autant de défis qui retiendront également l'attention au forum de Lomé. La plupart de nos ménages utilisent la biomasse pour la cuisson. Le forum va fournir aussi une contribution sur ce que fait Afrique et comment améliorer l'appui que nous apportons dans le domaine des questions de statistiques énergétiques parce qu'on a besoin de données fiables pour pouvoir prendre des décisions éclairées pour le secteur de l'énergie de haut niveau sur comment Afrique peut les appuyer pour développer aussi les systèmes d'information énergétique nationaux. Convaincu que pour venir à bout des défis énergétiques, la collaboration s'avère déterminante, l'Union africaine veut renforcer cette synergie entre ses États membres et le Togo, qui a amorcé une transition vers des sources d'énergie plus durables, partage ici les efforts engagés par le chef de l'État pour fournir de l'énergie propre à plus de 70% de sa population. Sous le leadership avisé de son Excellence, M. Faure Essomzina Gnassingbé, président de la République du Togo, le Togo vise l'accès aux services énergétiques pour tous à l'horizon 2030, avec une large part faite aux énergies renouvelables, dans son mix de production énergétique, pour amorcer la transition énergétique. Il a placé la lutte contre le changement climatique et le développement durable au centre des priorités nationales. 8 programmes sont actuellement approuvés par l'Union africaine et mis en œuvre dans ses États membres. Ces différents programmes feront également objet de présentation en vue de recueillir les observations et les suggestions pour pouvoir les améliorer et les adapter aux différents pays et booster véritablement le développement du secteur de l'énergie en Afrique. Journée internationale de la femme rurale ce 15 octobre. Ces femmes qui jouent un grand rôle dans la production agricole et la sécurité alimentaire sont mises en avant en cette journée. À cette occasion, nous vous proposons plutôt l'histoire de Célestine et Efouab. Toutes deux sont issues des milieux ruraux, mais ont choisi un autre chemin loin des champs. Célestine Salima est élève au lycée technique de Sokodé. Efouab Melemé, elle, est enseignante. Désiré Aloy. Célestine Salima arrive au lycée d'enseignement technique de Sokodé où elle est élève depuis 3 ans. Avant son inscription dans ce grand lycée de référence, elle a fréquenté l'école primaire et le CG de Alomani, un village de Langabou dans Blita 2. C'est un milieu rural, il faut faire au moins des kilomètres pour arriver au collège. Ça n'a pas été facile, les moyens étaient peu.
Mais avec un peu de soutien et du courage, j'ai tenu et j'ai pu réussir à avoir mon BPC, pouvoir continuer au lycée technique. Parce que je voulais faire la mécanique. Déterminée à réussir avec le peu de moyens, Célestine s'est engagée à mieux travailler parmi ses camarades. Aujourd'hui, elle est en terminale F1, construction mécanique. Une apprenante bien appréciée par ses encadreurs. Elle fait beaucoup d'efforts. Il faut concilier les matières scientifiques et les matières techniques. Et ça demande beaucoup d'endurance. Quand les filles réussissent ces genres de séries industrielles, elles sont beaucoup plus appréciées. Elle fait beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre ses objectifs. Elles sont seulement 2 filles dans la classe, mais on ne sent pas que c'est une fille parmi les garçons. L'objectif visé par la jeune Célestine, c'est d'être un jour un exemple de réussite. Mon objectif, c'est de sortir de ce milieu rural et devenir une personne, parce qu'on peut quitter un milieu rural pour devenir une grande personnalité plus tard et revenir contribuer à l'évolution de son village. Donc à toutes mes soeurs qui sont dans les villages, vous pouvez y arriver. Madame Efouabe Melemé, enseignante dans le même lycée, peut valablement être une source d'inspiration pour toutes les filles, surtout celles issus du milieu rural comme elle. Je viens de Patatoukou, dans la préfecture de Amou. J'ai fait mon cours primaire à Amoblo et le collège d'enseignement technique à Pia. Que tu sois du milieu rural ou urbain, quand on est déterminé, on réussit facilement sa vie. Après mon CAP au CT Pia, j'ai passé le concours des formateurs de l'enseignement technique. J'ai commencé avec le CAP, mais aujourd'hui, je vis avec le CAP PTA2, qui équivaut à la licence professionnelle. Efouabe lance donc un appel à toutes les filles à la détermination pour relever le défi. J'exhorte les filles, surtout celles du milieu rural, qu'elles peuvent fréquenter et arriver à un gros niveau. Il suffit d'être déterminé. Le succès est au bout de l'effort. Célestine Salima progressivement avance pour atteindre son objectif et relever le défi, comme Efouabe Melemé. On fait l'alésage. Et ce sont là des histoires de vie qui inspirent plus d'un. Ils sont toujours en formation, mais déjà en contact avec les réalités de leur futur secteur d'activité. À travers une séance d'échange organisée par le ministère en charge de l'habitat, les élèves de l'IFA de bâtiment de Lomé ont eu toutes les informations sur ce qui les attend. La rencontre a été placée sous le thème « Engager les jeunes pour un avenir urbain meilleur ». Isaka Aruna. Des professionnels de l'urbanisme et de l'habitat face aux étudiants de l'Institut de formation en alternance pour le développement IFA de bâtiment. Au menu des échanges, l'engagement de ces jeunes dans l'amélioration du cadre de vie des populations, une thématique importante pour ces jeunes futurs bâtisseurs de nos villes. Pour mieux les édifier sur leur rôle dans la construction des villes durables, plusieurs thèmes sont déroulés par ces professionnels du secteur de l'habitat. Nous avons incité les jeunes d'abord à s'intéresser aux tests réglementaires, notamment le code foncier domanial et puis le code de l'urbanisme et de l'habitat. Nous les avons aussi invités à maintenir le civisme. Nous avons aussi parlé des arbres qui constituent un autre acteur fondamental dans notre environnement, dans le vivre au quotidien de l'homme. Bâtisseurs de demain, ces jeunes se réjouissent de cette opportunité que leur offrent ces échanges d'acquérir déjà des compétences de base pour la pratique de leur métier. On ignorait beaucoup de choses sur ça et en tant que future technicienne, on avait besoin de ça pour pouvoir continuer notre métier. Et nous retenons que les jeunes ont un impact très important dans l'évolution d'une ville. Et ils ont aussi éveillé notre esprit sur la salubrité. Donc nous devons penser à nous, mais aussi penser à autrui dans nos constructions. Le choix du cadre de cette activité est loin d'être fortuit pour le ministère en charge de l'habitat. Le plus important dans cet événement était de marquer les jeunes, les sensibiliser, les donner l'information qu'il faut dans le cadre des services de l'urbanisme, dans le cadre de l'habitat, comme celui du permis de construire, ou encore les services que le ministère peut offrir. C'est déjà un début pour tous ceux qui sont nouveaux, de nous écouter, d'être sensibilisés et d'être informés. Au-delà de cette rencontre, plusieurs activités, notamment des visites d'inspection de bâtiments et de sensibilisation sur les normes et textes en vigueur en matière de construction, sont programmées. Cette célébration vient renforcer les actes forts du gouvernement
visant à garantir un logement décent à chaque Togolais. Des efforts qui se traduisent, selon le secrétaire général du ministère, par plusieurs projets dans le secteur, notamment la construction de 20 000 logements sociaux à Pomé. Il a convié ces jeunes à s'appliquer dans l'acquisition des compétences qui seront nécessaires à la réalisation de ces différents projets. Et je me le disais depuis ce matin, le coup d'envoi est donné pour la construction de plusieurs écoles dans toutes les régions éducatives du pays, à la grande joie des élèves et enseignants pour qui les conditions d'apprentissage s'améliorent avec le lancement de la phase 2 du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base PAKEB. Le résumé des étapes du Grand Lomé de la région maritime et de la région Plateau-Ouest dans ce condensé de Isaka Aruna. EPP à Saoun, groupe B dans la V. C'est ici que le temps a été donné pour le compte de la région maritime aux travaux de construction des bâtiments scolaires dans le cadre de la phase 2 du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base PAKEB. 10 ans après sa création, cette école va enfin bénéficier d'une infrastructure scolaire moderne équipée grâce à ce projet. Fini aujourd'hui nos peurs, parce qu'à chaque fois qu'une pluie s'annonce, à chaque fois qu'un vent violent se met à s'ouvrir, nous, parents d'élèves, nous mettons nos bras en l'air. Que deviendront nos enfants? Je crois qu'aujourd'hui, cette peur est partie. Nous remercions vivement le chef de l'État, Fort Eswazina Nyasigbe, pour nous avoir donné un nouveau bâtiment scolaire dans notre établissement. Et nous promettons que le bâtiment qu'ils nous ont octroyé, nous allons l'entretenir pour que ça dure longtemps. Les travaux vont durer 6 mois. Le réalisateur de l'ouvrage s'engage à être dans le délai. On a fait l'ouverture aujourd'hui. D'ici lundi, on va démarrer les travaux. Moi, je le plus ardent, c'est que je dois terminer avant le 6 mois. Au plus tard, le 4 mois, je vais livrer ce bâtiment. Tout comme dans les autres régions éducatives du Togo, l'école primaire publique Novici Makiatom dans les plateaux ouest va aussi bénéficier d'un bâtiment scolaire doté de bureaux et de blocs de latrines pour le compte de ce projet. C'est un bâtiment constitué de 3 salles de classe avec un bureau et un magasin. Et au-delà de ça, il y a 2 blocs de latrines qui seront construits, constitués de 3 cabines chacun. Ce bâtiment moderne va améliorer la qualité de l'enseignement et répond aux attentes des bénéficiaires. De jour en jour, l'effectif augmente. Le besoin se fait sentir. Mais le nouveau bâtiment qu'on vient nous donner maintenant, ça comble un peu notre vide. Nous disons merci au chef de l'État, son excellent Fort Eswazina Nyasigbe, d'avoir pensé à nous. Au lycée Bekota, c'est le directeur de cabinet du ministre des Enseignements primaires et secondaires qui a donné le coup de pioche des travaux pour le compte du Grand Lomé de la construction des bâtiments scolaires dans les établissements bénéficiaires de ce projet. Un geste qui réjouit les parents d'élèves. Un mot de remerciement au président de la République, son Excellence M. Fort Eswazina Nyasigbe. C'est une très bonne politique de l'éducation, la construction des bâtiments. Pour une gestion efficace des travaux, les comités de gestion des écoles primaires COGEP et les comités de gestion des ressources des établissements scolaires COGERES seront impliqués dans le suivi. Nous profitons de l'occasion pour demander aux communautés bénéficiaires de pouvoir se mobiliser davantage pour le suivi quotidien ou le suivi rapproché des travaux qui seront menés sur tout le territoire national. La réalisation de ces ouvrages s'inscrit dans la dynamique du gouvernement togolais d'apporter des changements transformationnels au système éducatif en lien avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Le projet est cofinancé par le Partenariat mondial pour l'éducation et l'Association internationale de développement IDA. Et nous poursuivons cette édition avec ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il m'a été donné de constater que les produits sanguins destinés à sauver des vies humaines font l'objet de trafics illicites et de spéculations par certaines structures sanitaires et des agents véreux.
Je rappelle que la distribution des stocks de produits sanguins se fait par le Centre national de transfusion sanguine en direction des banques de sang des formations sanitaires qui, à leur tour, procèdent à la distribution nominative aux malades hospitalisés dans ces formations sanitaires. Lorsque les produits sanguins quittent le CNTS pour arriver dans les banques de sang des formations sanitaires, ils cessent d'être la propriété du CNTS pour être ceux des formations sanitaires. Pour éviter toute spéculation, l'arrêté interministériel numéro 0045-2009-MS-MEF du 10 mars 2009 fixe les prix de cession des produits sanguins comme suit. Le concentré de globules rouges poche adulte 250 ml à 6 000 francs CFA. Le concentré de globules rouges poche enfant 125 ml à 3 500 francs CFA. Le plasma frais congelé 200 ml à 2 000 francs CFA. Le concentré standard de plaquettes 5 unités à 10 000 francs CFA. J'ai instruit les services techniques pour vérifier la mise en application effective des dispositions en vigueur en lien avec la distribution de ces produits sanguins. Toute formation sanitaire ou tout individu qui s'adonnerait à la vente illicite de sang, au trafic de sang ou encore à une spéculation quelconque en lien avec les produits sanguins fera face à la rigueur de la loi sans outre mesure. J'attache du prix au respect scrupuleux des dispositions contenues dans l'arrêté mentionné. A signé professeur Tiendare, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Du point de vue communautaire, la CEDEAO s'intéresse au renforcement des systèmes de santé au niveau des pays. C'est une des conditions de la santé universelle. 15 pays de la sous-région sont dans notre capitale et ils prennent part à une rencontre de l'Organisation ouest-africaine de la santé sur l'approche santé communautaire. Sandra Aziagbe pour le compte rendu. Pour un meilleur système de santé communautaire, les États de la CEDEAO sont en conclave. L'approche santé communautaire a été adoptée par chaque pays, mais force est de constater que les résultats escomptés sont en dents de scie. À cette rencontre internationale, il est question de s'entendre sur les minimums nécessaires en vue de renforcer les stratégies nationales de santé pour qu'à l'horizon 2050, les peuples de la zone affichent les meilleurs indices et indicateurs de la santé. Après des actions préparatoires, l'Organisation ouest-africaine de la santé fait l'état des lieux. Le système de santé communautaire au niveau de la sous-région ne donne pas les résultats attendus. On doit pouvoir, grâce à ce système, briser la barrière de distance et faire en sorte de respecter les règlements au niveau international. Que le taux d'occupation des lits dans les hôpitaux soit désormais moins de 20%. Une ambition de l'organisation. Pour y arriver, plusieurs actions en vue. Ces agents de santé communautaire que nous formons, que nous mettons sur le terrain, ne sont pas des professionnels de santé. Et pendant longtemps, nous avons mis à leur disposition des médicaments. Donc nous sommes obligés maintenant de nous revoir en partenaire, de nous entendre pour savoir comment faire l'arrimage en sorte que nous respections les directives de l'OMS. Entre partenaires financiers et l'OAS, nous allons nous entendre sur un minimum pour rendre désormais pérenne cette activité-là, qui est essentielle, qui soutient la base de tout système de santé. L'atteinte de la couverture sanitaire universelle d'ici à 2030 reste un défi majeur pour la plupart des pays ouest-africains. Au Togo, avec la feuille de route gouvernementale adoptée en 2020, il est question d'atteindre l'accès universel à la santé, l'amélioration des soins primaires en s'appuyant sur les agents communautaires. Cette rencontre régionale va permettre aux pays membres de s'accorder sur les principes fondamentaux qui sous-tendent l'autonomisation de la communauté et progresser vers la réalisation de la santé universelle dans la région. Et le cancer du sein est aussi un problème de santé préoccupant. Dans les stratégies de lutte, l'accent est mis sur le dépistage précoce et la sensibilisation. C'est sur ces deux terrains que s'est aventurée la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique ce matin. Elle a ciblé pour la circonstance les femmes du marché de Hidjranaoui. Gisèle Kozona. C'est le plus fréquent des cancers chez la femme, le cancer du sein. Détecté tôt,
après examen, la vie de la femme est épargnée. Une lutte menée par la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique et ses partenaires à travers cette campagne de sensibilisation qui invite les femmes à se faire dépister. Chaque 3 mois. Elle a Jochinami. Mi n'avait au testa. Il y a qui mi au testa là. À nos pondés na wa. Donc il to olagba si soro mianti ne wa jramido doit et doit et devant des bénis. À partir de maintenant, à tout endroit qu'on va nous appeler d'aller faire notre dépistage de cancer, le plus tôt serait le mieux. La maladie, ça nous ronge des années, d'1 an à 10 ans. Mais on ne le sait pas. On est chez nous, soi-disant qu'on a peur. Et maintenant, ça ne va plus se passer comme ça. L'objectif de cette campagne, faire dépister les femmes à temps pour sauver des vies. Pour contribuer davantage à cette lutte, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique met à la disposition des femmes des bons de consultation, ce qui va leur faciliter la consultation à la clinique Biassa. Il a été confectionné des bons qui permettront aux femmes de se faire une mammographie à la clinique Biassa gratuitement. Si on découvre des choses chez les femmes au cours de ces dépistages-là, la Fondation Robert Fiadjo, qui s'est mise en association avec Agir Ensemble pour l'Afrique, se propose d'accompagner ces femmes-là pour celles qui n'auront pas de moyens de se faire soigner. Cette campagne, initiée par l'ONG Agir Ensemble pour l'Afrique, soutenue et encouragée par Myriam Dossou d'Almeida, vice-présidente de l'Assemblée nationale, vise à assurer le bien-être des femmes. C'est une campagne de sensibilisation, surtout d'information. Nous allons les accompagner pour qu'elles puissent se présenter et faire le test. Et on va voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour les mesures d'accompagnement. Sur place, il est démontré l'autopalpation. Chacune d'elles a pris part à l'exercice soutenu par les hommes. Leur mois, c'est novembre. Tout comme Octobre Rose, il s'agira de Novembre Bleu, un mois dédié au cancer de la prostate. La femme sensibilisée sur le cancer, mais également appelée à exceller et à démontrer ses talents dans le cinéma. Le Salon du cinéma au féminin, édition 3, s'annonce. Ce sera du 22 au 24 novembre prochain à Lomé. L'événement est annoncé et le programme déroulé au cours d'une conférence de presse à laquelle a assisté Gisèle Kozona. Le Salon du cinéma, un événement qui forme et informe les jeunes filles sur les métiers du 7e art. Le salon est à sa 3e édition, prévue du 22 au 24 novembre prochain à Lomé. C'est Roland. Roland? Yeah. It's me. Ici annoncé au public et aux médias, cet événement veut mettre en lumière les talents féminins et promouvoir le cinéma togolais. La population doit s'attendre à voir des films de femmes, des films à thématique féminin, des films réalisés par les femmes, pour les femmes, parlant des femmes. Déjà le 22, il y aura la cérémonie de lancement couplée à une projection débat sur un film que nous dévoilerons après. Ensuite, il y aura le 2e jour un meet-up dans la matinée. La soirée, il y aura une projection au CMS de Katanga. Et le 3e jour, il y aura la cérémonie de clôture où nous récompenserons les films qui postuleront pour le Toro Female Film. La présidente de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, Marie-Joëlle Trenou, est la marraine de cette édition. Elle soutient donc et encourage l'initiative qui met en avant la gente féminine togolaise. Plus qu'un simple divertissement, le cinéma est un miroir de nos sociétés, de nos espoirs, de nos luttes. Notre fondation s'engage à collaborer étroitement avec vous, à contribuer à la promotion de cet événement et à mobiliser nos membres ainsi que nos partenaires pour qu'ils participent. Je vous encourage, cinéastes, productrices, actrices, techniciennes, à contribuer de faire entre vos voix, à raconter vos histoires avec audace et à inspirer les générations futures. En prélude au salon, une formation a été initiée du 7 au 11 octobre dernier à l'endroit des passionnés du cinéma qui reçoivent ici
des attestations de fin de formation. Ce salon reste donc une tribune adéquate pour toute jeune fille désireuse de s'illustrer dans le 7e art, d'éclore ou de faire découvrir son talent. Et ce sera tout pour l'actualité de ce soir. Merci à vous qui nous avez suivis. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.